Avec l'introduction de Snowpark, Snowflake vous permet maintenant d'exécuter du code Scala, du code Python, du code Java, directement à l'intérieur de la plateforme Snowflake. Dans ce tutoriel, Getting Started with Data Engineering and ML using Snowpark for Python, nous expliquons comment utiliser Snowpark pour préparer des données, faire du data engineering, par exemple group by, des agrégats, des pivots, des jointures sur des données dans Snowflake. Ensuite, créer des data pipelines, c'est-à-dire créer des tasks qui vont être schedulés pour tourner à un intervalle régulier et garder les données fraîches. Et ensuite, créer un modèle de machine learning en Python grâce à des fonctions définies par les utilisateurs. Enfin, on utilise Streamlit pour créer un front-end applicatif qui permet d'accéder aux données et d'écrire des résultats sur Snowflake. Afin de réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de Git, vous aurez besoin de Python 3.8. Dans mon cas, j'utiliserai Anaconda pour gérer l'environnement Python. Et vous aurez besoin d'un compte Snowflake. Dans mon cas, j'utiliserai un compte de trial gratuit. Afin d'accéder à un compte de trial, vous pouvez cliquer sur ce lien. Ça vous emmène sur la page du trial, vous mettez vos informations et vous recevrez un email qui vous permet d'ouvrir un compte de trial. Dans l'email que vous recevrez ici, vous aurez un nom d'utilisateur et votre compte Snowflake. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous aurez la page d'accueil de Snowflake qui va s'afficher. Vous mettez vos informations, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et votre password, et vous vous connectez à Snowflake. Vous aurez la page Get Started qui va s'afficher. Dans mon cas, mon utilisateur s'appelle Maxime Simon et j'ai le rôle Account Admin. La première chose à faire afin de pouvoir réaliser ce workshop dans la section Admin, c'est d'accepter les termes et conditions. En effet, nous allons utiliser des packages qui sont mis à disposition par Anaconda sur Snowflake, et donc votre administrateur doit accepter les termes d'utilisation d'Anaconda avec Snowflake. Vous cliquez sur Enable, vous pouvez revoir ici les termes et conditions, et ensuite vous pouvez les accepter. On voit que ça laisse une trace, l'utilisateur M. Simon a accepté les termes et conditions. La prochaine étape est de préparer votre environnement pour travailler sur Python. Vous avez ici des instructions pour préparer votre environnement sur Snowflake, créer des tables, insérer des données dans ces tables et préparer des stages. Vous pouvez recopier toutes ces instructions à la main ou copier-coller, ou vous pouvez utiliser le setup.sql qui est sur GitHub. Dans notre cas, on va d'abord importer toutes les instructions depuis GitHub et ensuite on va les exécuter en une fois. Je vais utiliser GitHub et cloner localement tout le code qui est hosté sur GitHub dans le repository sfguide Getting Started Data Engineering ML Snowpark Python et l'ouvrir dans mon environnement de code qui est Visual Studio Code. J'ouvre un terminal en bas de Visual Studio Code et j'utilise git clone pour venir cloner le repository localement. Vous voyez qu'il y a un nouveau repository qui s'ouvre ici à gauche dans Visual Studio Code et tout le code contenu à l'intérieur, c'est ce qu'on va utiliser pour ce tutoriel. Dans setup.sql, il y a toutes les commandes qui sont nécessaires pour importer les données sur Snowflake. D'ici, vous pouvez travailler directement dans Visual Studio Code. En effet, on a une extension qui s'appelle Snowflake, l'extension Snowflake qui vous permet d'envoyer des commandes SQL directement depuis Visual Studio Code sur Snowflake. Si je veux utiliser cette extension, vous l'ajoutez à Visual Studio Code, ensuite vous aurez un petit Snowflake qui va s'afficher ici à gauche, et vous pouvez vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre password à votre compte Snowflake. Je suis déjà connecté ici sur la gauche avec le rôle Account Admin. Donc je peux sélectionner toutes ces lignes et cliquer sur Command Enter afin d'exécuter toutes ces lignes. On voit ici qu'il m'exécute toutes mes commandes. 9 sur 17 commandes sont déjà exécutées. Avec les copy into, on vient insérer les données dans des tables. Et voilà, tout est exécuté. On peut venir vérifier sur Snowflake directement que les datas sont en place. Donc si je vais dans Données, ici, maintenant j'ai une warehouse qui s'appelle -l, j'ai une base de données qui s'appelle -db, qui contient un schéma qui s'appelle -schema. À l'intérieur, j'ai plusieurs tables, Budget Allocation, Campaign Spend et Monthly Revenue. Et c'est avec ces tables que je vais travailler afin de faire des prédictions pour mes campagnes marketing. Si vous n'utilisez pas Visual Studio Code pour envoyer du code SQL, l'autre possibilité, utiliser l'interface de Snowflake directement avec une worksheet. Si vous créez avec le plus en haut à droite une nouvelle worksheet, vous avez une feuille de travail pour exécuter du code SQL. On retourne sur Visual Studio Code, vous pouvez copier-coller tout ce fichier SQL et venir l'insérer directement dans SnowSite. Une fois que tout le code est inséré, vous sélectionnez tout
et vous faites encore une fois CTRL-Enter, et ça va faire tourner les commandes. Le fichier est idempotent, c'est-à-dire que vous pouvez l'exécuter autant de fois que vous voulez, grâce aux commandes create or replace. À chaque fois, ce qui a été créé va être remplacé. Donc maintenant, si je rafraîchis à gauche, j'ai une nouvelle DashDB avec de nouveaux schémas et de nouvelles données qui sont dedans. Dans Dash Schema qui a été recréé, j'ai une nouvelle fois les mêmes données qui ont été réinsérées. Et voilà, maintenant je suis prêt à commencer à travailler. On ferme le setup.sql et la prochaine étape, elle se passe avec nos fichiers de Jupyter Notebook. J'utilise les Jupyter Notebook qui sont intégrés à Visual Studio Code, mais vous pouvez faire la même chose avec n'importe quel environnement de notebook. Vous pouvez par exemple utiliser un notebook hosté online ou utiliser un outil partenaire comme Hex. La première chose à faire est de préparer le kernel avec lequel on va travailler. Je n'ai pas de kernel ici, donc on va insérer les librairies Python qui sont nécessaires pour travailler. Dans votre terminal, ici, vous voyez que je suis en train d'utiliser Anaconda dans l'environnement base. Retournez sur le tutoriel. La prochaine commande vous demande d'utiliser Anaconda pour créer un nouvel environnement qui s'appelle Snowpark.deml en venant cloner Snowflake Python 3.8. Ensuite, activer cet environnement et installer les librairies qui vont être nécessaires à nos analyses, c'est-à-dire Pandas, Notebook, Scikit-learn et CacheTools. Je copie la première commande et je viens l'exécuter dans Visual Studio Code. Après quelques secondes, mon environnement est installé. Je viens copier la deuxième commande, conda activate est le nom de l'environnement, donc conda activate snowpark.deml, et ensuite la troisième commande afin d'installer les dépendances. Dans notre cas, Snowflake Snowpark, Panda, Notebook, Scikit-learn et CacheTools. Voilà, une fois que les dépendances sont installées pour Snowpark, la dernière librairie à venir chercher, c'est Streamlit. On peut l'utiliser avec pip install Streamlit. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à travailler dans votre environnement Jupyter. On va choisir le kernel pour travailler dans notre Jupyter Notebook. Vous voyez ici Select Kernel en haut à droite, et on va choisir l'environnement qui vient d'être installé, c'est-à-dire Snowpark.deml sur Python 3.8.16. Et avec ça, vous allez sélectionner l'environnement dans lequel vous allez travailler en Python. Dans notre premier notebook, ici, on va faire du data engineering. C'est-à-dire qu'on va explorer les données qui sont disponibles et on va les préparer pour créer un modèle de machine learning par après. Afin de faire ça, les librairies qu'on va utiliser sont Snowpark ici, et on va aussi utiliser Logging. Une fois que vos librairies sont importées, la prochaine étape, c'est de se connecter à Snowflake. Pour se connecter à Snowflake, on utilise un fichier ici qui va contenir toutes vos informations de connexion. Donc on les stocke dans un fichier connexion.json. Ensuite, sur base de ce fichier de connexion, on va utiliser la méthode session, builder et config, et avec cette méthode, on va créer une session auprès de Snowflake. Donc on va connecter notre Jupyter Notebook à Snowflake. Pour ça, il faut d'abord indiquer vos informations dans connexion.json. Donc vous ouvrez connexion.json, vos informations doivent suivre un format qui est similaire à celui-ci, avec votre compte Snowflake, ici séparé par un tiret, votre utilisateur, votre password, votre rôle, vous pouvez utiliser accountadmin, la warehouse que nous venons de créer qui s'appelle -l, la base de données et le schéma que nous venons de créer pour insérer nos données. Vous pouvez ensuite fermer connexion.json et sauvegarder les changements. Ensuite, avec votre connexion.json, vous allez pouvoir vous connecter à Snowflake. Quand la connexion est établie, vous avez votre utilisateur, votre rôle, votre database, votre schéma, votre warehouse, la version et la version de Snowpark for Python qui s'affichent, comme c'est indiqué ici dans le code. Une fois que vous avez bien récupéré ces informations, la première étape est d'accéder à une table. Donc, sur la table Campaign Spend, nous allons l'insérer dans un data frame qui s'appelle Snow Data Frame Spend. Et avec la méthode queries sur ce data frame, on peut voir quelle requête SQL est générée par ce data frame. Donc dans ce cas-ci, select star from campaign spend. Et il n'y a pas d'action a posteriori. Et donc en fait, ça se passe en 0.0 secondes, parce que la requête select star, elle n'est pas vraiment envoyée à Snowflake. Elle est exécutée de façon lazy, c'est-à-dire que tant qu'on n'utilise pas une méthode comme show, collect, count, ou n'importe quelle autre méthode qui envoie la requête, il n'y a rien qui est envoyé à Snowflake. Si maintenant on utilise show pour afficher les premières lignes de ce data frame, et qu'on encapsule ça avec un with et la query history, on pourra voir le résultat de ce show, et on pourra voir aussi la query history. Donc quelle requête a vraiment été envoyée à Snowflake. On exécute ceci, on voit le résultat. Dans ce cas-ci, notre data frame il contient une ligne campagne,
On peut voir chaque campagne marketing qu'on a lancée, le channel de cette campagne marketing, la date de cette campagne, le nombre de clics, le coût total de la campagne et le nombre de publicités qui ont été servies. Et ensuite, le résultat de history.queries, on voit qu'il y a eu 7 requêtes, select star from campaign limit 10, qui a été envoyée et on voit la unique ID de cette requête. On peut voir la même chose dans l'interface Snowflake. Je retourne dans l'interface, dans Worksheets, je vais dans Activités, et là je peux voir mon query history, et je vais voir toutes les requêtes que l'user M. Simon a envoyées à Snowflake. Et on voit ici cette requête, select star from campaign limit 10, qui a été envoyée et qui a pris 825 millisecondes pour être traitée. On retourne sur Visual Studio. Pour notre prochaine requête, on va aller un peu plus loin et on va commencer à faire une agrégation. Donc en une seconde, ici, on a envoyé la requête. Et sur notre SnowDF Spend, on a créé un nouveau data frame, SnowDF Spend per channel. Ce nouveau data frame, il va aller donc récupérer la requête de SnowDF Spend et faire un group by dessus. On fait un group by l'année extraite de notre date, le mois extrait de notre date, et ensuite le channel. Et l'agrégation, ça va être une somme des coûts totaux, et on va écrire total cost. Et on va renommer la colonne year date comme year, et on va renommer la colonne month date comme month, et finalement on fait un sort par ordre d'année et puis de mois. Le résultat, c'est donc une agrégation par an, par mois et par channel du coût total. Une fois qu'on a notre coût total par channel, on va venir le pivoter. On va créer un nouveau data frame qui s'appelle Snow Data Frame Spend per Month et qui pivote notre Snow Data Frame Spend per Channel en extrayant chaque fois le channel. Donc on va créer une colonne pour chaque channel. Le résultat de ce pivot, c'est notre année, notre mois, et puis au lieu d'avoir un spend total, maintenant on va séparer par colonne le spend pour chaque canal. Et donc maintenant on a Search Engine, Social Media, Vidéo et Email. Une fois qu'on est satisfait de ce résultat, eh bien, on peut écrire notre résultat comme une table dans Snowflake. Donc là, avec la méthode write, mode overwrite, et puis save as table, on va créer une nouvelle table qui s'appelle spend per month et qui va être sauvegardée à l'intérieur de Snowflake. Si on retourne sur l'interface de Snowflake, maintenant dans Data, on va avoir la base de données DashDB qui s'affiche avec le dash schema, les tables, et on a une nouvelle table qui s'appelle spend per month qui vient d'être créée avec 121 lignes, et on peut voir encore une fois donc, notre spend par mois avec chaque canal. Une fois que c'est fait, on a fait maintenant notre préparation de données, on peut automatiser cela. Une façon d'automatiser avec Python, c'est de définir une fonction qui s'appelle Campaign Spend Data Pipeline, qui prend comme paramètre notre session et qui rend une string, et de encapsuler toutes les transformations qu'on vient de faire. C'est-à-dire que ce qu'on vient de faire, c'est prendre la table Campaign Spend, ensuite faire un group by, ensuite pivoter les informations, et ensuite sauvegarder ça comme une table. Une fois qu'on a créé cette fonction Campaign Spend Data Pipeline, on l'enregistre comme une procédure stockée sur Snowflake avec session, store procedure, register. On donne le nom de notre fonction, on lui donne un nom dans Snowflake et on liste ici les packages qui sont nécessaires. Dans ce cas-ci, on a juste besoin de Snowpark. Et cette procédure stockée, elle va sauvegarder les informations nécessaires sur un stage qui s'appelle dash store procedures. Et si ça existe déjà, on va venir remplacer les informations existantes. Ensuite, dans cette cellule, on fait une deuxième chose. On envoie un statement en SQL avec session.sql. Et ce statement, qu'est-ce qu'il contient? Il contient ici un ordre pour créer une tâche qui va s'appeler Campaign Spend Data Pipeline Task et qui va tourner toutes les 3 minutes et qui va appeler notre procédure. Donc tout le code qui a été défini ici, comme une fonction d'abord et puis enregistré comme une procédure, il va tourner toutes les 3 minutes tant que cette tâche elle est active. Et c'est comme ça qu'on peut automatiser un data pipeline et s'assurer que les données sont toujours fraîches. Donc, toutes les 3 minutes, on aura des données rafraîchies. Dans ce cas-ci, les tâches, quand elles sont créées, elles sont d'abord éteintes. Donc cette tâche n'est pas encore active, on va l'activer par après. Deuxième partie de nos préparations. On va créer un nouveau data frame qui s'appelle Snow Data Frame Revenu et qui va voir la table Monthly Revenu. Ensuite, sur ce data frame, on va faire un group by, year et month, et on va faire une somme de notre revenu. Donc on a déjà calculé les coûts auparavant et on a séparé nos coûts par channel. Maintenant, on va calculer notre revenu
et faire la même chose, ici une colonne avec revenu par mois ordonné. Et ensuite, on va joindre ces deux tables. Donc on va récupérer notre spend qu'on avait défini avant, on va récupérer notre revenu qu'on vient de définir maintenant, et on va faire une jointure sur le mois et l'année. Et on voit le résultat, c'est qu'on a notre mois, notre année, et qu'on a ensuite les dépenses par canal, et à la fin, tout à droite, on a le revenu de ce mois-là. Si vous voulez voir comment ces requêtes sont exécutées, ici on a déjà une requête qui est un peu plus compliquée, vous pouvez lancer un explain, et ça va vous expliquer toutes les procédures que Snowflake exécute en interne pour répondre à vos requêtes. Donc dans ce cas-là, il y a deux table scans, on va avoir deux tables, ensuite il y a des filtres, il y a des sorts, et puis il y a des pivots, des agrégations, et il y a un inner job. Et finalement, on vous rend le résultat. On peut voir toutes ces informations ici de façon programmatique. Si vous voulez voir les mêmes informations pour une requête qui a été exécutée, vous pouvez le voir dans le query history à l'intérieur de l'interface de Snowflake. Donc ici, par exemple, on va exécuter la requête et on va sauvegarder le résultat comme une table qui va s'appeler Spend and Revenue per Month. Une fois que c'est fait, on peut retourner dans Snowflake. Maintenant, on a une nouvelle table qui s'appelle Spend and Revenue per Month, qui contient toujours 121 lignes, mais maintenant, il y a les revenus aussi. Et on peut aller voir dans l'activité notre query history, et on peut voir la requête ici qui s'appelle Creator Replace Table Spend and Revenue per Month, et on peut voir comment cette table a été créée. On a tout le code SQL qui a été généré ici, et dans le query profile, on va avoir deux étapes. La première étape, c'est notre create table, on a créé une nouvelle table, et la deuxième étape, c'est ce que je vous ai montré avant, c'est nos deux table scans, avec nos filtres, nos agrégats, le pivot, les agrégations qui ont été nécessaires ici, le sort, la jointure, et puis finalement le create table as select. Donc la même information qui est disponible ici graphiquement sur comment Snowflake a été rechercher les données et comment ça a créé notre table. On retourne sur Visual Studio Code. Et finalement, on va automatiser la deuxième partie avec une deuxième task. Même chose que pour la première, on crée une fonction. Dans cette fonction, on va lui passer notre session et on va rendre une string. Et on va encapsuler toutes les procédures qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on a fait une agrégation, et puis on a fait une jointure. Et on sauvegarde le résultat comme une table. Une fois que cette fonction est définie en Python, on vient l'enregistrer, on lui donne un nom dans Snowflake, on définit les packages nécessaires, on définit le stage et on remplace la fonction si elle existe déjà. Et finalement, on donne une deuxième instruction à Snowflake, c'est de créer une tâche qui va s'appeler Monthly Revenue Data Pipeline Task et qui va tourner après la première tâche. Donc, la première tâche, elle tournait sur un schedule, défini à l'avance, toutes les 3 minutes, et celle-ci, elle tournera après la première à chaque fois. Si vous voulez exécuter ces tâches, la prochaine étape, c'est de enlever les commentaires qui sont ici, vous enlevez les commentaires, et de lancer ces deux requêtes SQL. Avec résume ici, vous allez résumer vos deux tâches. Vous résumez d'abord la tâche enfant, la deuxième, et puis la tâche parent, qui est la première tâche. Quand vous aurez fini, vous pourrez arrêter les tâches afin qu'elles ne tournent plus toutes les 3 minutes. Maintenant, si on retourne voir sur l'interface Snowflake le résultat, on peut voir ici le task history, qui ne va pas encore contenir de tâches, puisqu'on vient juste de les lancer, donc elles n'ont pas encore tourné. Maintenant, on peut aller voir dans Data, dans la base de données, DashDB, DashSchema. Maintenant, on a des tables, on a des stages, on a des file formats, on a des procédures qui ont été enregistrées. On a enregistré 2 procédures. Vous voyez ici le code des procédures. Vous voyez que c'était du code Python qui a été sérialisé. Avec Pickle, il a été sérialisé et il a été envoyé sur Snowflake. Vous voyez en commentaire le code de base qui n'est pas sérialisé, qui est le code d'origine de la procédure. Ensuite, dans Task, vous voyez que vous avez 2 tasks ici qui peuvent venir faire votre pipeline de données. Vous avez une tâche qui tourne toutes les 3 minutes et une autre qui tourne après la première. Vous pouvez aussi visualiser cela graphiquement. Donc dans le graphe, vous voyez qu'il y a une dépendance. La tâche Campaign Spend Data Pipeline Task, elle va tourner avant la seconde tâche qui est Monthly Revenue Data Pipeline. Donc on va d'abord calculer le spend, et une fois que le spend est fini, on va calculer l'agrégation du revenu et on va joindre le résultat. Dans Run History, vous pouvez voir quand vos tâches ont tourné. Ici, après quelques minutes, vous verrez que vos tâches s'afficheront dans ce Run History. On voit déjà ici que j'ai la première tâche qui est schedulée. Donc à 11h35 minutes et 43 secondes, j'aurai ma première tâche qui va tourner. Et vous verrez ensuite ici le résultat des tâches, si elles ont tourné sans problème ou s'il y a eu une erreur.
Après quelques minutes, on peut checker le statut d'exécution et on voit que la première procédure a été exécutée sans problème et que la deuxième est maintenant schedulée. Voilà, une fois que vous voulez arrêter vos tâches, vous utilisez Alter Task, Suspend et cela arrête votre data pipeline. Avec ça, on a fini la première partie du tutoriel. La deuxième partie ici est dans le Snowpark for Python ML Jupyter Notebook. Encore une fois ici, vous pouvez sélectionner votre kernel. Vous allez sélectionner l'environnement que vous venez de créer, Snowpark DOML, et ensuite vous pouvez importer les librairies nécessaires. Dans cette deuxième partie, nous allons utiliser les données qu'on vient de préparer afin d'entraîner un modèle de machine learning. Le but étant de prédire le ROI en fonction de l'investissement par canal en marketing. Pour les 10 années précédentes, pour chaque mois, on a l'investissement par canal en marketing, et en fonction de ça, on va voir si ça a eu un impact sur le revenu ou pas. Donc on commence par ouvrir le même fichier connexion.json pour aller rechercher nos credentials et se connecter à Snowflake. On voit que si vous avez ici la version de Snowflake et la version de Snowpark, vous êtes bien connecté. Ensuite, on va créer plusieurs data frames. On commence avec Snow Data Frame Spend and Revenue per Month. On va rechercher la table qu'on vient de créer. Dans cette table, il y a quelques nuls. On va enlever les nuls afin de pouvoir entraîner un modèle de machine learning. Donc drop NA, c'est drop not a number, ça enlève les nuls. Et ensuite, on va enlever l'année et le mois parce qu'ils ne sont pas nécessaires pour entraîner un modèle de machine learning. En effet, on ne voudrait pas dire que puisque plus les années avancent, forcément plus on va avoir plus de revenus par exemple. Il n'y a pas d'impact. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment l'impact entre l'investissement par canal et les revenus. Donc on a juste besoin de ces 5 colonnes. On va les sauvegarder comme une nouvelle table qui s'appelle Marketing Budget Features. Avec Overwrite, on crée une nouvelle table. Et ensuite, on va définir la fonction qui va utiliser la librairie scikit-learn pour faire une régression linéaire en fonction de nos 4 variables ici pour prédire le revenu. Donc on définit la fonction dans cette cellule-ci. Les features seront Search Engine, Social Media, Video et Email. Et on va essayer de prédire comme Y le revenu. On définit un préprocesseur et on va utiliser une régression linéaire comme algorithme. On commence par splitter les données en xtrain et xtest, puis ytrain et ytest en utilisant la fonction qui inclut dans scikit-learn train test split. On va prendre 20% pour tester et 80% pour entraîner avec un random state ici défini à 42. Et ensuite, avec la fonction model.fit, on va lui donner notre xtrain et notre ytrain et on va entraîner un modèle et on va le tester par rapport aux 20% de données utilisées pour le test en utilisant ici le test R2 score avec un model score. On a une variable model saved qui est d'abord établie comme fausse et si on veut sauver notre modèle sur un stage sur Snowflake pour le réutiliser, on va faire tourner cette partie-ci du code. Dans ce cas-là, on va outputter notre modèle sur un stage qui s'appelle dash models. On va utiliser session file.put afin d'enregistrer le modèle qui a été créé. Et dans ce cas-là, on change model saved en true. Et ensuite, notre fonction, elle va rendre ces informations-ci, elle va rendre le R2 score sur train, le R2 threshold sur train, le R2 score sur test et le R2 threshold sur test. Et elle va nous dire si le modèle a été sauvegardé ou pas. Quand on veut exécuter cette fonction, on insère ces quelques paramètres, le cross-validation false, polynomial features degrees, train accuracy threshold, test accuracy threshold, et si on veut sauvegarder notre modèle ou pas. Ici, on va exécuter la fonction localement dans notre Jupyter Notebook et on ne va pas enregistrer le résultat. C'est juste pour la tester. Donc on va donner notre session Snowflake, on va donner la table Marketing Budget Features, et puis on donne tous les paramètres qu'on vient de définir. En quelques secondes, on va entraîner ce modèle localement. Et on voit ici le résultat avec un R2 de 99% sur train, un R2 threshold de 85% si on veut garder ce modèle ou pas, et un R2 score de 88% sur le test. Donc on a un très bon entraînement sur notre dataset d'entraînement. Ensuite, maintenant qu'on a créé cette fonction localement, qu'on l'a testée localement, on voit qu'on a entraîné avec un bon score sur notre dataset de train notre modèle, eh bien on peut enregistrer cette fonction sur Snowflake. Dans ce cas-ci, ça va venir créer une stored procédure qui va s'appeler Train Revenue Model Prediction sur Snowflake.
On a des packages qui maintenant nécessitent Snowpark, comme auparavant, mais aussi scikit-learn pour entraîner le modèle et joblib pour enregistrer ce modèle. Une fois qu'on a exécuté cette commande-ci, si on va voir sur Snowflake ce qu'on a exécuté, dans Activity, on rafraîchit, on voit qu'on vient de créer une procédure. Donc on a créé la procédure Train Revenue Prediction Model qui prend plusieurs inputs et qui returne un variant. On voit les packages qui sont nécessaires à cette procédure, on voit le handler, et ensuite on voit le code sérialisé en Python qui va être exécuté. Et tout en bas, en commentaire, on a ici le code source que nous avons défini. Voilà. Et maintenant, si on veut exécuter cette fonction sur Snowflake, on lui donne les mêmes paramètres. Dans ce cas-ci, on écrit saveModel = true et on va sauvegarder le modèle. Donc on le fait tourner sur Snowflake et on va sauvegarder sur un stage le résultat qui est un modèle qui peut être rappelé après par une autre fonction. Allons voir encore une fois sur Snowflake le résultat. On rafraîchit ici et on voit que maintenant c'est plus créer la procédure qu'on fait, c'est aller sélectionner les données et aller appeler la procédure. Donc, call train revenue prediction model et on lui donne nos données en input et ça va nous créer notre modèle. On voit que ce qui est exécuté ici, c'est une fonction Python. Donc en fait, il va entraîner sur scikit-learn notre modèle. Une fois qu'on a préparé les données, on a entraîné le modèle, on a ensuite pris le résultat de ce modèle et on l'a sauvegardé sur un stage, et bien maintenant on peut créer une fonction qui va utiliser ce modèle pour faire de l'inférence. Donc là on va utiliser model.joblib, c'est l'output de notre entraînement. On va utiliser les packages pandas joblib pour lire le modèle et scikit-learn afin de faire de l'inférence. Donc on va définir cette fonction et cette fois-ci avec @udf on l'enregistre sur Snowflake. Donc on peut utiliser ce qu'on a fait plus haut, session.register, mais on peut aussi avoir un décorateur ici qui est plus court et plus facile à lire avec @udf qui enregistre la fonction, ça lui donne un nom, predict ROI, ça prend la session comme input et ça va enregistrer ça sur -udf. Le contenu de cette fonction ici, c'est prendre notre modèle, le loader et ensuite aller faire un predict. Donc en fait, on va aller calculer une variable qui s'appelle ROI, qui est la valeur absolue de la prédiction de notre modèle. Donc en fonction de search engine, social media, vidéo et email qui sont donnés comme input, eh bien on va calculer une ROI. Si on veut tester cette fonction sur Snowflake, on peut lui donner ici des fausses données de test, par exemple testdf, session, create data frame, et on donne ici des données de test. Et ensuite, quand on veut l'appeler, eh bien on va sélectionner nos données de test ici, et on va appeler la UDF, avec ici la méthode callUDF. L'UDF s'appelle predict ROI, et on va construire le résultat. Donc, si on teste ça, maintenant on appelle la fonction sur Snowflake, on voit qu'on a notre investissement en search engine, notre investissement en social media, notre investissement en vidéo, et notre investissement en email. Si on investit ici un gros montant, on voit qu'on va avoir une ROI élevée. Si on investit un petit montant dans chaque, on voit qu'on a une ROI qui est beaucoup plus faible. Et on peut aller chercher un optimum dans chaque canal pour avoir la ROI la plus efficace. Finalement, la dernière étape de ce workshop est de créer une fonction qui est vectorisée. En fait, on va définir le même code, mais au lieu de prendre un input qui va être ligne par ligne, on va prendre un pandas data frame comme input. Ici, pandas data frame avec 4 integers et on va ressortir une series. Au-dessus, à chaque invocation de la fonction, on avait une ligne et on rendait une ligne. Et maintenant, on va prendre potentiellement des milliers de integers en une seule fois et on va rendre des milliers de résultats en une seule fois. Donc c'est beaucoup plus efficace quand on veut faire une invocation en batch. Si j'appelle, par exemple ici, ma fonction, on va avoir exactement le même résultat. Ici, c'est la même fonction qui est appelée, mais au lieu d'appeler la fonction 3 fois, une fois par ligne, on va l'appeler qu'une seule fois pour les 3 lignes. Donc, potentiellement, on peut aller beaucoup plus vite, surtout quand il y a des centaines de milliers de lignes sur lesquelles il faut faire de l'inférence. Et voilà, avec ça, vous avez préparé vos données, vous avez préparé et entraîné un modèle de machine learning, et vous avez fait de l'inférence pour prédire le retour de son investissement en fonction du canal marketing. Finalement, dans ce tutoriel, la dernière étape, c'est d'utiliser Streamlit pour visualiser un peu notre travail. Donc ici, vous avez dans Snowpark Streamlit Revenue Prediction.py un fichier Python qui fait une centaine de lignes.
et on utilise la librairie Streamlit afin de créer une session vers Snowflake, d'importer des données et de créer une UI. On va créer des headers, on va créer des colonnes, on va montrer les différents channels, on va montrer le revenu prédit et on va créer des charts. Ici on voit des bar charts, des line charts, des points, tout ça va être défini et va créer une UI sur Snowflake. Vous allez dans le répertoire où votre fichier Streamlit Python est défini. Dans mon cas, je fais un change directory, je vais dans sfguide ici, et là si je fais ls, je vois que j'ai mon fichier Python. Et tout simplement, je vais utiliser la commande streamlit run, et je lui donne comme input mon fichier Python qui s'appelle snowpark streamlit revenuprediction.py. Et là, Streamlit va démarrer automatiquement, il va me lancer un web server sur mon ordinateur localement, et il va me créer ma UI. Et voilà, j'ai une UI qui va directement requêter Snowflake. Donc là, c'est utiliser Snowpark pour aller requêter des informations sur Snowflake et les afficher localement. Si ici je change mon slider, il va appeler ma fonction predict ROI à chaque fois, et il va me donner, avec cette ligne, la ROI qui est prédite. Donc si je baisse mon investissement en vidéo, par exemple, je le mets à 0, ben je vois que mon investissement en vidéo disparaît ici, et que mon ROI potentiellement est impacté aussi. Donc je baisse mes social media, ben je vois que voilà, j'ai beaucoup moins ici de dépenses. Si je remonte ça, voilà, je vois que je vais avoir un bon ROI avec beaucoup d'investissements en social media et email. Ce que je vais faire, c'est que je vais save to Snowflake. Donc si on va voir un peu les données qui sont sur Snowflake avant d'enregistrer, on va dans Data, on va dans DashDB, DashSchema, Table, et on voit qu'on a ici notre Budget Allocation. C'est une petite table qui contient juste 6 lignes. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, et c'est nos allocations de budget sur l'année précédente et le ROI. Maintenant, ce que mon application Streamlit me permet de faire, c'est de cliquer sur ce bouton Save to Snowflake. Quand je suis content de mes investissements ici à 100% en social media et en email, je Save to Snowflake. Ça me fait une petite animation, ça me dit que voilà, c'est bien sauvegardé. Et si je retourne sur Snowflake, je vais voir que dans ma table ici, je la rafraîchis. Maintenant j'ai July, j'ai mon investissement à 100 en social media, et j'ai mon ROI qui est calculé, qui est beaucoup plus élevé parce que j'investis beaucoup. Voilà comment utiliser Streamlit pour créer une UI sur Snowflake et appeler un modèle de machine learning, ici, vraiment industrialiser cela, c'est-à-dire le rendre beaucoup plus accessible à des utilisateurs métiers.